Bonjour à toutes et à tous. C'est un honneur et un privilège d'être aujourd'hui parmi vous pour ma première visite sur l'île de la Réunion. Alors cela me donne non seulement le plaisir de découvrir un environnement extraordinaire, mais également l'occasion de rencontrer une communauté de l'océan Indien dédiée à l'image, en particulier l'image photographique comme outil de communication et de représentation apte à former des identités, les interroger, voire les transformer. C'est donc avec plaisir que je vais aborder les questions qui touchent à sa préservation et je remercie David Gagneur de son invitation et également Jean-Gabriel Lopez pour m'avoir entraîné dans cette aventure. Mes collègues parisiens furent amusés d'apprendre que j'allais à la Réunion pour un entretien sur l'entretien des collections iconographiques. Alors leur commentaire fut concis. Très bien, très bien. Je vais donc essayer d'être aussi concis et moins redondant pendant le temps qui m'est dévolu pour cette présentation que j'ai organisée en deux volets. Conserver quoi et conserver comment. D'abord, conserver quoi. L'idée n'est pas ici de discuter d'un quelconque tri, d'un désherbage, comme l'appellent pudiquement les archivistes, pour évoquer la destruction de documents jugés de moindre intérêt. Donc, mon objectif sera ici de discuter ce qui fait sens dans une image, dans quoi s'incarnent les valeurs que l'on doit préserver et transmettre. Avec l'essor du numérique, nous avons changé de paradigme. On nous a souvent expliqué que les intrépides guerriers gaulois n'avaient qu'une peur, celle que le ciel leur tombe sur la tête. Eh bien, aujourd'hui, c'est fait. Le ciel nous est tombé sur la tête. Nos pieds sont sur le sol, mais nos têtes sont maintenant dans le cloud, un nuage de données dans un univers d'information et de communication. Alors, cela représente une nouvelle ère parfois considérée comme la troisième des étapes de l'histoire de l'humanité, étapes qui ont eu un impact significatif sur notre vie sociale et sur notre environnement. La première fut agricole, quand les populations ont commencé à se sédentariser, à cultiver et développer une économie fondée sur l'agriculture. La seconde fut industrielle, avec une richesse basée alors sur la production industrielle. Les populations ont quitté les villages pour se rapprocher des centres de production et donner naissance à des villes plus grandes. On a assisté à des phénomènes de concentration de la production, bien sûr, dans les usines, du savoir dans les universités, concentration de l'art dans les musées, etc. Et nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'information, où la richesse se développe avec quelque chose d'immatériel, l'information. L'économie ne repose plus uniquement sur la vente de produits manufacturés, d'objets, mais aussi sur le partage des données. C'est ce que l'on appelle le capitalisme cognitif, avec des groupes phares comme Google, Facebook, qui figurent parmi les plus grandes capitalisations boursières. Alors, il n'y a plus nécessairement de zones spécifiquement dédiées à la production de la richesse, comme c'était le cas avec les centres industriels ou l'agriculture. Les activités sont maintenant déconcentrées. On peut s'approvisionner partout avec le e-commerce, on peut travailler de chez soi avec le télétravail, et chacun est non seulement un consommateur d'informations, mais également un producteur d'informations. Et dans cette nouvelle économie, les images fixes ou animées, les photographies et les vidéos prennent une place importante, sinon prédominante. L'imagerie est devenue un outil de communication et un vecteur d'information comme jamais jusqu'alors. La technologie a non seulement favorisé, facilité l'échange d'images, elle en a aussi fait évoluer le contenu et la réception. Alors voyons comment cette nouvelle ère de l'information a transformé notre réception de l'image, voire même changé l'image photographique elle-même. Et vous comprendrez alors que je suis bien embarrassé pour définir ce qu'est une photographie aujourd'hui. Toute évolution technologique va dans le sens d'une amélioration ou d'une innovation qui influe sur nos comportements.
Il suffit de comparer quelques images pour saisir les évolutions dans l'usage de ce médium. Aujourd'hui, la photographie permet de produire rapidement de nombreuses images à faible coût avec plus de spontanéité et de diversité. Photographier n'est plus un événement solennel où on se met en scène pour les générations futures. La photographie, aujourd'hui numérique, est un média instantané et bon marché. Ce n'est plus j'étais, mais je suis ici, je suis comme cela et je fais cela. Alors ces images ont d'abord une valeur de communication, une valeur d'immédiateté et sans doute moins cette valeur mémorielle comme jadis. Jadis où l'on posait pour figer les événements importants de la vie sociale, mariage, naissance, baptême, communion, vacances. Il y avait les photographes et les photographiés. Aujourd'hui, comme 95% de la population a un smartphone, donc un appareil photo, on peut déduire que la presque totalité de la population est photographe. L'usage de la photographie s'est donc généralisé et est devenu une activité ludique. Cette photographie pour consommation rapide, immédiate, est donc faite pour être partagée instantanément sur les réseaux sociaux, puis vite oubliée. Alors, je présente ici des images fixes, ce qui n'est plus tout à fait le cas. La frontière entre la photographie et la vidéo se dissipe. Avec le concept de live photo introduit sur l'iPhone, la photographie inclut une courte vidéo qui brouille un peu la frontière entre photo et vidéo, et on voit aussi de nouveaux formats d'images se répandre, comme les photographies pleine optique, le retour de la photographie en 3D, en 3 dimensions, et les images photographiques issues de l'intelligence artificielle. Alors le dynamisme des réseaux sociaux s'appuie aujourd'hui sur ces vidéos. Vous voyez le succès rencontré par le réseau TikTok. Si toutes ces productions photos et vidéos sont vite périmées et oubliées, elles n'en sont pas moins un reflet intéressant de notre époque pour les historiens et sociologues de demain. Outre ces nouveaux usages, une autre évolution flagrante réside dans la quantité d'images que nous générons, que notre société produit. En quelques minutes, nous générons plus d'images que tout ce qui a été produit pendant le 19e siècle et bientôt pendant tout le 20e siècle. Facebook est devenu aujourd'hui la plus grande bibliothèque d'images du monde avec des centaines de milliards d'images. Les institutions traditionnelles ne conservent qu'une goutte d'eau de ce nouveau patrimoine photographique. 99,99% de notre patrimoine photographique se trouve aujourd'hui dans le cloud. Alors certes, nous produisons énormément d'images, et ces images aujourd'hui n'ont plus les mêmes usages ou destinations qu'au siècle passé, mais au-delà de ces différences qualitatives et quantitatives, il y a une évolution profonde de ce que nous appelons photographie et qui s'est insidieusement imposée à tous. Il y a 30 ans, lorsqu'un collègue me disait « Je vais t'envoyer cette photo », je m'attendais à recevoir par la poste une enveloppe contenant un tirage. Et aujourd'hui, quand ce collègue me dit « Je vais t'envoyer une photo », je ne m'attends plus à recevoir un courrier par la poste, mais un email avec un fichier numérique de l'image en pièce jointe, voire un partage instantané sur mon téléphone portable. Alors cela veut dire quoi? Eh bien cela signifie que nous avons intégré, sans vraiment le réaliser, le fait qu'une photographie est devenue un objet immatériel. Le terme de photographie est polysémique, il désigne maintenant des objets de nature totalement différente et le nouveau sens tente à évacuer l'ancien. Alors c'est une chose courante, le sens des mots usuels évolue avec les technologies. Quand un collègue canadien me dit qu'il achetait un beau char, je ne m'attends pas à voir cela, une carriole tirée par des chevaux. Et si jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, un tirage était une impression mécanique, une gravure ou une estampe, au XXe siècle, le tirage est devenu une impression chimique. Un tirage photographique est aujourd'hui une impression à jet d'encre, ce que l'on appelle couramment un tirage numérique. Alors de la même façon, photographie désigne aujourd'hui des types d'objets qui ont peu de choses en commun, si ce n'est le fait d'être
une image. Vous pourrez m'opposer que ce n'est pas nouveau, car tout au long de l'histoire de ce médium, on a appelé photographie, aussi bien en 1840 des daguerreotypes, des plaques de métal argenté, que des diapositives couleur Kodachrome dans les années 1940. Il est vrai que ces deux types d'images relèvent de technologies qui n'ont rien à voir, mais ces images avaient toutes un point commun qui justifiait leur dénomination de photographie. Elles étaient des images durables formées par l'action de la lumière sur une surface photosensible. C'était cela le dénominateur commun des photographies au 19e et 20e siècle, des images durables formées par l'action de la lumière sur une surface sensible à la lumière. Alors, ce qui retient mon attention aujourd'hui n'est pas tant que l'on nomme photographie des tirages d'un jet d'encre, qui relève plus d'un dispositif d'imprimerie que de photographie. Non, ce que je tiens à souligner ici, c'est que l'on fait usage du terme de photographie pour désigner deux types d'objets fondamentalement différents. D'une part, des images incarnées dans un substrat matériel, des tirages papier, des négatifs sur plaques de verre, et d'autre part, des images immatérielles comme des fichiers numériques. Alors pour moi, ces deux régimes de manifestation d'une œuvre photographique ne sont pas interchangeables. La distinction est importante à souligner et ne relève pas d'un simple formalisme. Elle a des conséquences en matière de préservation et d'authenticité. Où est l'œuvre et qu'est-ce que l'on doit préserver? Dans son livre Langage de l'art, une approche de la théorie des symboles, Nelson Goodman définit une catégorie d'œuvres d'art dit les arts autographiques où la copie d'une œuvre, même très fidèle, n'acquiert jamais un statut d'authenticité. C'est le cas pour la peinture, la sculpture, où l'œuvre s'incarne dans la matière. Et également en photographie traditionnelle, où l'œuvre consiste en une image matérielle sur papier. Cet objet d'immanence se manifeste de lui-même. À l'opposé, il y a ce qu'il classe comme des arts allographiques. On y trouve la musique, la littérature, la gastronomie, où l'œuvre est en quelque sorte immatérielle. Elle nous est rendue sensible à partir de l'exploitation d'un fichier ou d'un objet physique. Un livre, une partition, une recette de cuisine ou le fichier numérique. On joue une partition ou un disque, on lit un livre ou un fichier numérique. Et là, l'important n'est pas d'avoir en main un manuscrit original, la partition ou le fichier original pour que l'œuvre se manifeste. Il convient juste d'avoir accès à la même séquence de mots, de notes, de bits reproduits. En d'autres termes, toute copie fidèle est l'œuvre authentique. La photographie était de nature autographique, un objet matériel, et son authenticité s'incarnait dans ses constituants, les matériaux que l'artiste avait travaillés, élaborés, qu'il fallait alors et qu'il faut alors conserver, mais lorsqu'elle est de nature numérique, la photographie est allographique, une série de bits et d'octets qu'il faut jouer sur un ordinateur ou sur un écran pour la visualiser, comme un morceau de musique produit à partir d'une partition. Il n'y a plus une image originale, toute copie fidèle du fichier constitue l'œuvre originale et authentique. Et alors, du point de vue de la conservation, cela implique bien sûr une pratique différente, puisque dans le premier cas, on conserve le tirage original sur papier ou le négatif de façon la plus adéquate possible pour la conserver pendant des périodes assez longues. Et dans un autre cas, il faudra juste copier fidèlement le fichier pour en assurer l'accès. Alors, l'impact de la révolution numérique a été tel qu'il a rapidement fait passer la photographie d'un statut d'art autographique à un statut allographique et fait oublier la matérialité des œuvres photographiques des 19e et 20e siècles, aux yeux d'un large public qui n'a d'ailleurs souvent que peu de connaissances sur la photographie ancienne. Remplacer sur une simèse un tirage de Steichen par une impression à jet d'encre, certains n'y trouveront rien à redire, mais remplacer la jeune fille à la perle de Vermeer par une fidèle copie ou remplacer une estampe de Rembrandt
par un tirage à jet d'encre, nombreux s'en offusqueront. Alors pourquoi la matière de l'œuvre photographique est-elle si dédaignée alors qu'elle a tant d'importance pour l'artiste, l'historien d'art, le conservateur? Et bien sûr, le collectionneur qui a investi ici 3 millions de dollars pour ce tirage de Steichen, mais qui ne l'aurait sans doute pas fait pour une copie produite sur une imprimante à jet d'encre. Alors je crois que l'émergence de la photographie numérique n'a fait que décupler un sentiment qui s'est amorcé au XXe siècle quand la photographie est devenue un produit de consommation bon marché et a été dévalorisée par rapport à ses usages au XIXe siècle et au début du XXe. Mais il me semble également que la distance du public par rapport à la matérialité des photographies est liée à une évolution plus profonde de notre société. J'ai organisé un séminaire de formation avec des travaux pratiques de fabrication de procédés anciens afin de familiariser les participants aux techniques photographiques du 19e et bien sûr les sensibiliser au rendu des papiers salés, des cyanotypes, enfin des procédés dits aujourd'hui alternatifs. Et j'ai été surpris de voir que plusieurs participants partaient du séminaire en laissant les images qu'ils avaient fabriquées, pourtant avec beaucoup d'enthousiasme et d'intérêt. Quand je leur ai dit qu'ils pouvaient les emporter, ils m'ont répondu que ce n'était pas nécessaire car ils les avaient photographiés avec leur téléphone portable. Je leur ai rappelé vainement un dicton populaire en Asie du Sud-Est, same same but different. J'ai réalisé par la suite que ces technologies d'information avaient induit chez les nouvelles générations une distance, voire un désintérêt par rapport à la matérialité de certaines œuvres. L'important pour eux étant d'abord l'accès instantané, la possibilité de partager, de diffuser du contenu, aussi avoir dans la poche sur son téléphone toutes ses images, toute sa musique et ses meilleurs amis online était plus important que d'avoir un album de photos dans sa bibliothèque, des disques ou voire encore des rencontres en présentiel. Alors il reste toutefois une communauté attachée aux aspects matériels. Pour l'amateur, le conservateur et le collectionneur, un tirage photographique, un daguerréotype, un ambrotype ne peuvent être réduits à leur seule image ou à une copie numérique. Ils possèdent des attributs visuels qui leur sont propres, leur texture, leur brillance, les tonalités témoignent souvent d'une intention artistique. Ces caractéristiques qui sont modifiées ou absents dans une copie argentique ou numérique font la spécificité de l'œuvre et son unicité. Ils lui confèrent une valeur au-delà du simple contenu visuel, des attributs importants de l'œuvre, à tel point que mon collègue Paul Messier de l'université de Yale travaille sur une méthodologie pour quantifier ces éléments, couleurs, brillants, texture, épaisseur du papier, et pouvoir ainsi comparer objectivement et éventuellement apparier les œuvres d'un artiste dispersées dans différentes collections. Le tirage original fait également référence et permet de déterminer si une copie numérique diffusée sur le web a été manipulée, soit pour faire une fake news, soit avec les meilleures intentions du monde pour lui conférer une apparence plus flatteuse. C'est devenu une pratique courante, voire systématique, grâce aux outils numériques. Il y a quelques années, mon collègue Marc Jacobs a repéré sur Internet cette image présentée comme une plaque autochrome, un des premiers procédés de photographie couleur. Alors l'autochrome a été très populaire de 1907 aux années 1930, et comme Marc Jacobs est un collectionneur d'autochrome, il a été intrigué par certains détails de l'image, comme le fait que des personnes sont photographiées en mouvement. Or, le procédé autochrome n'était pas vraiment adapté à ce genre de prise de vue car il n'était pas assez sensible à la lumière. Finalement, il est arrivé à la conclusion qu'il s'agissait simplement d'une image noir et blanc colorisée, image qu'il a fini par retrouver.
À mon goût, cette colorisation fait parfois des ravages. Vous voyez cette image ancienne coloriée qui a reçu le prix du meilleur choix des internautes. Aujourd'hui, de nombreuses images et films en noir et blanc sont colorisés systématiquement pour répondre aux attentes d'un large public qui pourrait ne pas comprendre et apprécier les images en noir et blanc. Et il est probable que ces pratiques numériques influencent le goût du public dans l'avenir et aient un impact sur les choix en matière de restauration des œuvres. Personnellement, je trouve qu'une telle colorisation trahit ici l'œuvre du photographe Friedlander en la transformant en une image kitsch. Nous connaissons tous les efforts que ces photographes mettaient dans l'obtention d'un rendu d'une gamme de tonalités spécifiques. Alors, outre la possibilité de servir de référence, les matériaux constitutifs de l'œuvre, que ce soit du point de vue de la composition chimique, de la microstructure, des transformations qu'ils ont subies avec le temps, sont source d'informations pour l'histoire des techniques de l'art. Ces matériaux sont porteurs d'indices précieux pour les chercheurs et les historiens. Qui sait ce qu'ils pourront nous révéler encore dans l'avenir sur l'artiste ou sur l'histoire de l'œuvre, comme l'ADN l'est aujourd'hui pour élucider des questions de provenance ou de paternité. Faire parler la matière, faire parler les œuvres est une des missions des scientifiques qui travaillent sur le patrimoine. En 1993, des scientifiques ont commencé à explorer la théorie des voies fossiles. L'idée était que lorsqu'un potier travaille l'argile sur son tour, il est possible que les sons environnants aient été enregistrés, figés dans l'argile molle, et qu'il soit possible de les restituer. Le développement d'équipements scientifiques de plus en plus sensibles et puissants, comme le synchrotron et les techniques numériques, ouvre vers l'exploration de la matière en profondeur et parfois de façon non destructive. Et bien sûr nous apporte des informations inattendues. La Bibliothèque nationale de France conserve des tracés réalisés par Scott Martinville en 1860. Il avait enregistré des vibrations sonores sur des feuilles enduites de noir de carbone. Et récemment, Patrick Pfister a pu, grâce aux technologies numériques, récupérer et convertir ces traces de vibrations en un fichier audio numérique. Il a appelé cela la paléospectrophonie. Tout objet matériel comporte des marqueurs, des traces qui font sens si l'on sait ou si l'on peut les lire. Les documents photographiques contiennent eux aussi des informations précieuses pour l'avenir qui peuvent en accroître l'importance et la signification. Par exemple, ce négatif sur plaque de verre du peintre Édouard Degas a vieilli et a pris ses belles couleurs jaune-orangé inhabituelles pour un négatif. Une copie numérique de ce négatif en noir et blanc, comme on l'a souvent fait pour des négatifs, dissimule cette information. Et même si l'on numérise en couleur, l'origine de cette coloration ne pourrait être que l'objet de spéculation, car il faut analyser les matériaux originaux, comme pour la peinture, la sculpture, les bronzes. L'analyse des matériaux de l'œuvre photographique permet de construire des récits sur les pratiques des artistes et expliquer leur apparence. Degas prenait des photographies dans son atelier avec trop peu de lumière et pour corriger des images trop sombres, il lui fallait appliquer des solutions chimiques à base de mercure et d'iode qui ont avec le temps abouti à ces colorations. Alors de surcroît, elles confèrent à l'œuvre un intérêt visuel supplémentaire et cette plaque fut présentée lors d'une exposition sur Édouard Degas à la Bibliothèque nationale de France. Pour résumer mon propos, j'insiste sur le fait que toutes les photographies ne sont pas interchangeables. Une copie numérique n'est pas totalement substituable à un tirage original sur papier qu'il faudra conserver. Et même sur les épreuves papier, il y a des distinctions importantes. Un tirage tardif d'Henri Cartier-Bresson, fait d'après une copie, ou un tirage de presse, n'ont pas le même intérêt qu'un tirage d'époque.
Et il convient d'être circonspect sur la façon dont on nomme ou on décrit les images. Il est d'abord nécessaire d'identifier correctement le procédé, ce qui n'est pas toujours facile, et ensuite d'utiliser un vocabulaire univoque. Le vocabulaire photographique n'est pas normalisé et le passage au numérique, vous l'avez bien compris, a encore complexifié la situation. J'avais été surpris lors d'une exposition de photographie d'Helmut Newton au Grand Palais à Paris en 2012, de lire sur les cartels une dénomination originale du procédé présenté alors comme un jet d'encre sur papier chiffon argenté. Je ne suis pas certain de savoir de quoi il s'agissait. Ils auraient pu opter pour une version plus poétique, voire scientifique, tant qu'à faire, comme giclée trichromique sur fibre cellulosique. Alors en matière de nomenclature, n'improvisons pas. Si la technique n'est pas immédiatement identifiable ou documentée, mieux vaut se limiter aux termes génériques d'image photographique. Il est bien connu qu'un livre mal rangé est un livre égaré dans une bibliothèque. Le mieux que l'on puisse faire aujourd'hui est donc de documenter, de rassembler les informations sur les objets entrant dans les collections, sur la manière dont ils ont été obtenus, produits, et sur les intentions de l'artiste. Ma collègue Nora Kennedy du Metropolitan Museum à New York a établi pour les œuvres entrant dans les collections le Photographic Information Record, ou PIR. Ce formulaire permet de compiler et d'organiser de façon rationnelle l'ensemble des informations sur une œuvre ou un corpus lorsqu'ils entrent dans les collections. Il a été traduit dans 14 langues. C'est d'autant plus important que l'on rassemble aujourd'hui dans les départements de photographie des objets très différents, pouvant aller des impressions à jet d'encre aux photographies traditionnelles et avec des impressions 2.5 voire 3D et bien sûr des NFT. Avec cette évolution des collections, cet élargissement de la typologie des œuvres, de nouvelles professions émergent, comme les restaurateurs de ce que les anglo-saxons appellent time-based media, qui englobe la conservation de toutes les œuvres numériques et artefacts se déployant dans le temps, activité dont Jean-Gabriel Lopez fut sans doute un des pionniers en France. Voilà, dans cette première partie, j'ai souhaité insister sur le conserver quoi, les diverses manifestations d'une photographie, l'importance de cerner la nature de l'objet, de sa matérialité, de le désigner avec une terminologie appropriée pour être sûr de bien pouvoir transmettre l'essentiel de ses valeurs aux générations futures. Après le conserver quoi, ce qui est le propre de l'œuvre, évoquons le conserver comment. La conservation des images nées numériques ainsi que la préservation des données numériques est plus que jamais un souci d'actualité. Qui n'a pas perdu un ensemble d'informations précieuses au cours d'un transfert ou du crash d'un disque dur? Ce n'est pas une préoccupation nouvelle. Déjà au XXe siècle, les archivistes ont été confrontés à ce défi de la préservation de ces informations dites non lisibles par l'homme, non-human readable, telles que les disques analogiques, les vidéos, les enregistrements sonores. Et ils ont cherché alors des solutions pérennes de préservation pour pallier les questions d'obsolescence des formats et la dégradation des supports. Les solutions ont été soit de faire migrer l'information, soit de la matérialiser, comme on le recommande aujourd'hui pour les films cinématographiques numériques. Ceux-ci doivent être déposés au service des archives du film sous forme d'une copie numérique et d'une copie analogique sur pellicule 35 mm. Alors, cette matérialisation du film numérique est adoptée malgré quelques réticences des producteurs de films pour le cinéma. En revanche, elle n'est pas réaliste pour les photographies, considérant les problèmes écologiques, économiques et d'archivage que cela poserait d'imprimer des milliards d'images. Le stockage sous forme numérique reste prioritaire avec les aléas que l'on connaît. Comment pérenniser ces données numériques
Je me souviens des premiers espoirs éphémères apparus avec les mémoires optiques et les compact disques dans les années 1990, alors que le marché des CD et des DVD était en pleine expansion. Ils ont été annoncés comme le stockage du futur pour les données numériques. Un format standard qui durerait et serait accessible pendant plus d'un siècle. Où en sommes-nous aujourd'hui? La quantité d'images et la taille des fichiers augmentant, la capacité de stockage des CD est trop limitée. Et leur lecture est sujette à caution. Après quelques années, certains CD ne sont plus lisibles et les nouveaux ordinateurs n'ont plus de lecteur de CD. Alors l'utilisation courante des CD aujourd'hui est la suivante, recycler comme épouvantail. D'autres tentatives ont vu le jour pour garantir l'accès sur des temps longs. On a introduit la microgravure des données sur plaques métalliques ou sur des plaques de verre, mais là où l'histoire devient cocasse, c'est que la photographie a été proposée comme support de sécurité de longue durée pour l'information numérique. Dans le système d'archivage BitSave, introduit par nos collègues suisses, l'information numérique est enregistrée sous la forme d'un code barre 2D sur une microfilm couleur ilfochrome. On évite ainsi toutes les obsolescences de la machine de lecture puisque n'importe qui peut accéder aux bits enregistrés à l'aide d'un microscope ou d'un appareil de grossissement. En outre, il y a une image, ici la Joconde, qui nous informe directement sur le contenu numérique et on trouve également toutes les métadonnées nécessaires pour déchiffrer cette information numérique. Alors un tel système d'archivage passif garantit l'accessibilité et l'authenticité à long terme de ces documents, car les données sont stables et infalsifiables, contrairement à celles sur un support magnétique qui peuvent être manipulées ou corrompues. C'est donc un système très robuste et durable pour l'archivage des données en toute sécurité, aussi longtemps qu'une pellicule photographique est disponible sur le marché. Malgré tout, la densité de stockage reste limitée, la mise à jour de l'information et son accès sont complexes. Bref, à ce jour, on tend vers des méthodes de stockage dynamiques, proactives, impliquant le rafraîchissement et la migration régulière des données pour éviter l'obsolescence et assurer la continuité de l'accès à l'information malgré les aléas qu'elle présente du point de vue de la sécurité des données et l'impact écologique. On se souvient du data center OVH Cloud près de Strasbourg qui a brûlé en 2021, entraînant la perte de données. Voilà pour la conservation des documents sous forme numérique. Et qu'en est-il aujourd'hui de la conservation des fonds photographiques traditionnels des 19e et 20e siècles? Eh bien, depuis la fin du 20e siècle, il n'y a pas eu d'évolution majeure. Les recommandations en matière de conservation des fonds photographiques se sont formalisées à partir des années 1970. Il était alors important d'assurer la conservation des microfilms et microfiches qui étaient les supports de substitution censés assurer la pérennité de documents et d'informations aussi bien publics que privés. Et puis cela englobait non seulement les microfiches, mais l'ensemble des supports photographiques noirs et blancs et couleurs parce que l'on avait déjà réalisé la dégradation rapide de certaines de ces images. Dans les années 1980-1990, un ensemble de normes internationales préconisant des conditions de conservation a été adopté pour l'archivage de longue durée des divers types de supports photographiques, avec parfois la préconisation de stockage en chambre froide. Dans le domaine patrimonial, je crois que la photographie a été la première et peut-être la seule à bénéficier d'un ensemble de recommandations normalisées internationales du point de vue de l'archivage. Alors on peut expliquer cette diligence par l'intérêt des industries photographiques à assurer aux consommateurs la possibilité de pérenniser les produits qu'ils vendaient. Il y avait des conflits entre fabricants et consommateurs, en particulier pour les films et photographies couleur et les supports de films en acétate de cellulose qui commençaient à montrer des signes avancés de dégradation.
Alors cette normalisation des conditions de conservation était facilitée par le fait que l'on avait à conserver des produits manufacturés dont la composition et la structure étaient connues, ce qui n'est pas toujours le cas pour des objets anciens, des peintures, des objets archéologiques ou ethnologiques. Alors, ces conditions de conservation ont prouvé leur efficacité au cours des 40 dernières années. Mais depuis, elles sont réévaluées à l'aune du réchauffement climatique et de leur empreinte carbone. En effet, ces préconisations formulées pendant des périodes économiques plus favorables se heurtent également à des coûts de fonctionnement et d'entretien qui peuvent être difficilement supportables par les institutions. Il convient aujourd'hui d'avancer vers des propositions qui favorisent des solutions locales alternatives et d'élargir les options en travaillant sur des compromis réalistes qui prennent en compte les objectifs du développement durable, en particulier la mise en œuvre d'une politique de conservation durable qui doit contribuer à l'amélioration des aspects sociaux et économiques. Je voudrais illustrer mon propos ici par la présentation d'un projet que nous avons mis en place entre 2018 et 2020 avec nos collègues archéologues et le soutien de l'UNESCO et de la Corée du Sud. Je l'ai choisi parce qu'il se situe dans l'océan Indien, à Myanmar, et il illustre sans doute une situation similaire à d'autres pays de la région. Les solutions que nous avons choisies sont des compromis qui sont liés à la situation géographique et économique, et nous avons surtout cherché à élaborer des solutions locales. Malheureusement, depuis, ce pays a connu quelques turbulences politiques qui nous ont tenus à l'écart de ce projet. Alors tout a commencé à la fin de l'année 2018 lorsque le bureau de l'UNESCO en Thaïlande m'a invité à collaborer à la préservation d'une collection de négatifs sur plaques de verre du département d'archéologie à Yangon au Myanmar. Il s'agit d'une collection d'environ 6000 négatifs sur plaques de verre documentant le site de Pagan ainsi que des lieux importants et des objets de toute la région. Ces images étaient d'autant plus intéressantes qu'elles dataient de la première moitié du XXe siècle, entre 1903 et 1953. Or, Pagan est un site archéologique extraordinaire par sa richesse et son ampleur qui s'étend sur une centaine de kilomètres carrés dans la région de Mandalay, c'est-à-dire la plaine centrale de la Birmanie, sur la rive gauche de l'Irrawaddy. Alors, du 9e au 13e siècle, c'était la capitale du royaume de Pagan, le premier empire birman, et il subsiste quelques milliers de monuments, des stupas, des temples, des monastères, un palais, des fortifications qui comprennent des sculptures, des peintures murales et également des gisements archéologiques. Alors, malheureusement, Pagan se situe dans une zone sismique et en 1975, puis plus récemment en 2016, il y a eu des tremblements de terre qui ont provoqué de graves dommages et parfois la destruction totale de monuments. Près de 2000 structures ont été en partie ou totalement détruites après ces séismes. Alors bien sûr, il y a eu des efforts et des tentatives pour restaurer ces monuments. Cela a été le début d'une controverse majeure avec les archéologues. La plupart des temples réparés n'ont pas été reconstruits selon leur forme d'origine, mais ont été modelés d'après l'un des quelques temples qui restaient intacts. Il en est résulté une terrible uniformité et une perte de valeur historique, architecturale et artistique. En 1996, l'UNESCO a refusé la demande d'inscription de Pagan sur la liste du patrimoine mondial et une des raisons était la prévalence de restaurations inauthentiques. En 2019, en vue d'une nouvelle demande de classement, il convenait de rassembler la documentation autour de ces monuments pour s'assurer qu'une restauration plus respectueuse pouvait être mise en œuvre. D'où l'intérêt de cette collection de plaques photographiques miraculeusement préservées. Alors ces négatifs, parfois de grand format, révèlent, outre leur valeur artistique, beaucoup d'informations sur les objets et monuments endommagés. Sur certaines plaques, des détails de monuments sont clairement lisibles et cela confère à la collection une grande valeur documentaire, en particulier dans l'objectif de la restauration des monuments.
Toutefois, ces négatifs sur plaque de verre laissés sans soin particulier pendant plus de 70 ans dans un environnement tropical avaient déjà souffert de ces conditions. Alors notre rôle était donc de pérenniser cette collection de plaques photographiques afin de permettre leur consultation et leur numérisation, mais de réaliser ce projet en essayant de limiter notre empreinte carbone avec une recherche locale de solutions. Alors, avant toute intervention, il était nécessaire d'avoir une idée plus précise de l'état de conservation de cette collection et de déterminer la quantité de plaques pour définir les besoins. Alors ces plaques étaient rangées dans 5 armoires en bois. La plupart des négatifs étaient placés dans des enveloppes en papier craft, acide, qui étaient devenus acides et cassants, ou des emballages anciens, commerciaux, de papier photographique. Alors, de surcroît, croyant bien faire, on avait placé des boules de naphtalène dans certains placards comme répulsifs contre les insectes. Cette pratique semble être fréquente malgré les risques pour la santé liés à l'usage de ce produit toxique. Comme vous le voyez, l'intérieur des bureaux est assez sommaire et les fenêtres sont en général ouvertes car il n'y a pas de climatisation. Les conditions climatiques extérieures ont un impact important et immédiat sur les conditions intérieures. La température se situe aux alentours de 30 degrés et l'humidité est souvent supérieure à 70% humidité relative. Pour évaluer l'état de la collection, nous avons réalisé une analyse statistique, mais il a fallu d'abord former nos collègues archéologues à certaines notions de base sur ce qu'est un négatif photographique, sa structure et la typologie des altérations. Rapidement, on se heurte à des questions complexes qui sont à la fois techniques et culturelles sur ce qu'est une détérioration et comment évaluer son ampleur de façon objective. Finalement, après quelques jours, 10% de la collection avait été examinée grâce à un prélèvement régulier d'une plaque toutes les 10 plaques et nous avons pu conclure que 14% de la collection était irrécupérable. Les 86% restants, soit environ 4800 négatifs, étaient altérés en majorité par un miroir d'argent dû aux enveloppes de mauvaise qualité, phénomène amplifié par la forte humidité. À cela s'ajoutent des salissures, des moisissures, de la poussière. Mais à partir du sondage, nous avons pu établir une matrice des risques et conforter nos priorités d'action. Celle-ci était claire, il fallait d'abord réduire l'humidité et reconditionner la collection dans des contenants de meilleure qualité. La question de la température ambiante, dans le cas de cette typologie d'objets, est moins prégnante. Ces matériaux s'avèrent moins sensibles à la chaleur que les films ou les photographies couleur. Nous sommes donc focalisés sur le moyen de maintenir la collection dans une atmosphère plus sèche. Nous avons considéré la possibilité de créer un micro-environnement à faible humidité en utilisant des armoires sèches. Ces armoires sont couramment utilisées dans les régions humides pour protéger les appareils photographiques contre les moisissures ou pour stocker des composants électroniques sensibles à l'humidité. Elles mettent en œuvre des technologies simples et présentent l'avantage d'une faible consommation d'énergie et de faibles besoins. Le déshumidificateur est soit un système de refroidissement par effet Peltier qui élimine l'humidité de l'air en la condensant sur une surface froide, soit des sels déshydratants qui sont automatiquement régénérés. L'armoire est fermée hermétiquement, ce qui permet de maintenir les conditions à l'intérieur et protège de la poussière, des insectes ou des rongeurs. Alors pour évaluer l'efficacité de la déshumidification dans ces armoires sèches, j'ai réalisé des tests au laboratoire et j'ai d'abord humidifié des livres et des documents photographiques à très forte humidité dans une enceinte climatique et je les ai ensuite transférés dans l'armoire sèche avec un point de consigne ajusté à 30% d'humidité relative. J'ai placé cette armoire sèche dans une housse où j'ai injecté de l'air humide
pour reproduire les conditions d'utilisation en milieu tropical. Après 8 jours de fonctionnement, l'humidité relative est passée de 70% à 35% dans l'armoire sèche. Le module de déshumidification fonctionne par cycle. À chaque cycle, il réduit de quelques pourcents l'humidité relative de l'armoire jusqu'à la valeur fixée. Et chaque abaissement d'humidité relative s'accompagne d'une petite élévation temporaire de la température. Une fois que la valeur fixée est atteinte, l'unité se met en pause. Si l'humidité dans l'armoire remonte au-dessus d'une certaine valeur, le système de séchage se remet en route pour une nouvelle série de cycles pendant quelques heures. Alors pour maintenir les conditions requises dans l'armoire tout au long des 22 jours du test, au total, une seule journée de fonctionnement aura été nécessaire. La consommation d'énergie est donc réduite et les conditions sont maintenues quelque temps, même en cas de coupure de courant grâce à l'étanchéité. 6 grandes armoires sèches de 600 litres ont donc été achetées pour stocker la collection de négatifs sur plaques de verre. Et nous sommes également allés sur le marché local pour trouver des matériaux disponibles adéquats pour réaliser des pochettes et des boîtes. Nous avons trouvé des papiers traditionnels produits dans l'État Shan, dans le nord-est du Myanmar. Ce papier Shan est un papier produit à base de fibres de mûrier par les artisans et il est traditionnellement utilisé pour fabriquer des parapluies. Alors nous avons vérifié la qualité de ces matériaux avec un test normalisé, le test d'activité photographique, qui permet de déterminer si un matériau est chimiquement compatible pour le stockage des photographies et ne risque pas de générer à terme des altérations chimiques. Malheureusement, plusieurs de ces papiers ont été rejetés par le test et leur texture irrégulière pouvait être également la source d'abrasion des plaques photographiques. Alors la solution était d'importer des pochettes. Mais alors acheter à l'étranger des conditionnements adaptés, des pochettes à 4 rabats, qui sont les pochettes classiques utilisées pour la conservation de ce type de plaques, c'était bien trop onéreux, en moyenne 5 $ par enveloppe, soit la modique somme de 28 000 $ pour la collection. Alors, nous avons décidé d'importer des feuilles de papier, des rames de papier que nous pouvions découper. Alors toutefois, en faisant une enveloppe à 4 rabats, environ 4/9 du papier est perdu lors de la découpe. Pour éviter un tel gaspillage, les enveloppes à 4 rabats ont été fabriquées en assemblant 2 bandes de papier que l'on glisse l'une dans l'autre après avoir réalisé 2 fentes. Alors le coût des enveloppes a pu être ainsi divisé par 10. Il convenait également de stocker les plaques dans des boîtes. Les boîtes assurent une protection supplémentaire et l'utilisation de boîtes est un moyen pratique d'organiser et de gérer une collection. Aucune boîte adéquate n'a pu être trouvée localement. En revanche, des feuilles de polypropylène alvéolaire étaient disponibles sur le marché local. Alors c'est un matériau bon marché, suffisamment résistant pour supporter le poids des plaques, il absorbe les chocs, n'est sensible ni à l'humidité ni aux micro-organismes et il est compatible avec la conservation des photographies et de plus il est stable dans le temps. C'est même un problème pour l'environnement, mais les boîtes ici sont faites pour durer. Nous avons donc acquis des feuilles de polypropylène alvéolaire et établi un petit atelier de fabrication de boîtes pliables. Plusieurs types de boîtes ont été conçues en quelques jours, des boîtes pour stocker à plat les plus grandes plaques de verre et un type de boîte pour les autres plaques qui sont alors rangées verticalement. Le modèle était simple, facile à découper à partir d'un modèle papier et les structures ont été renforcées par un collage à chaud. Ce conditionnement a été l'occasion de nettoyer les négatifs pour éliminer toutes les salissures sur le côté du verre des plaques. Aussi, l'équipe a été formée pendant une semaine pour effectuer et documenter ces interventions. Tout au long de l'année 2020, les plaques ont été reconditionnées dans les pochettes, dans les boîtes et placées dans les armoires sèches.
Nous avons alors suivi les variations thermohygrométriques à l'intérieur et à l'extérieur des armoires sèches au cours des années suivantes. Les résultats se sont révélés au-delà de nos espérances. 2 ans de fonctionnement dans un contexte économique et social critique, les informations que j'ai pu récolter révèlent que ce dispositif a bien fonctionné malgré les coupures de courant et l'absence de personnel dont la plupart avaient démissionné. Alors que dans la pièce, l'humidité relative varie considérablement pour rester à des valeurs supérieures à 80% d'humidité relative pendant la mousson, à l'intérieur des armoires, l'humidité reste parfaitement stable autour du point de consigne entre 35 et 40% selon l'armoire. On observe quelques pics pendant des temps relativement brefs qui correspondent aux ouvertures des armoires. Le choix de ce type d'armoire s'avère donc particulièrement intéressant parce qu'il permet de maintenir une humidité basse tout en limitant la consommation d'énergie. Grâce à l'étanchéité, la déshumidification ne fonctionne que sporadiquement. Alors l'idéal maintenant serait de connecter ces armoires à des panneaux solaires, des cellules photovoltaïques, pour générer l'électricité. Il faut néanmoins souligner que ce type d'armoire hermétique ne sera pas forcément adapté au stockage de tout type de photographie, en particulier des films souples en acétate de cellulose ou en nitrate de cellulose, car les émanations dégagées lors du vieillissement vont alors être piégées à l'intérieur de l'armoire et accélérer la dégradation. Il faudra dans ce cas prévoir des adsorbants pour piéger ces émissions gazeuses délétères. Voilà, je vous ai présenté une approche qui illustre cette démarche de recherche d'un compromis et s'éloigne de l'application systématique de recommandations normalisées. Un compromis qui prenne en compte les objectifs du développement durable, c'est-à-dire non seulement la limitation de la consommation énergétique ou de l'empreinte carbone, mais également la formation, l'éducation, le partenariat, l'utilisation des ressources locales. Alors il me semble intéressant de multiplier ce type d'approche en essayant de s'appuyer au mieux sur les ressources disponibles localement, qu'elles soient humaines ou matérielles. Je vais conclure ici avec cet exemple en vous remerciant de votre attention et en remerciant également les équipes enthousiastes avec qui j'ai pu travailler. Le chemin était sinueux, parfois risqué, mais nous avons réussi à mettre en place, à développer une proposition qui tient la route et a pu bénéficier de l'implication de tous. Nos valeurs ne se résument pas à ce que nous avons, mais d'abord à ce que nous partageons, que ce soit au niveau du patrimoine iconographique, que celui de l'expertise et des savoirs. Je vous remercie de votre attention.